Et on va tout de suite commencer par la présentation de Jean-Marie Charpentier. Donc Jean-Marie Charpentier est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est aujourd'hui consultant, il a occupé divers postes en communication et ressources humaines en entreprise. Il est notamment administrateur de l'Association française de communication interne, la FCI. Et avec Jacques Viers, il a coécrit récemment le livre Communiquer en entreprise, retrouver du sens grâce à la sociologie, la psychologie, l'histoire, aux éditions Guibert, donc en 2019. Donc je vais diffuser son diaporama. Et Jean-Marie, je vais te laisser la parole. Merci Thierry, merci François, et bonsoir à toutes et à tous. Alors, sur la question qui nous occupe ce soir et qui a déjà fait l'objet de plusieurs rapports, de débats citoyens, d'interventions politiques, de projets de loi, il y a quelque chose qui me frappe. On trouve en première ligne les agences de publicité et les grandes associations du secteur. Alors, vous me direz, c'est assez normal, elles sont directement concernées sur le plan économique. Alors, leur attitude jusqu'à présent traduit une logique assez défensive et peu créative. On y reviendra sans doute. Et puis, il y a un acteur qui est quasiment absent, c'est le monde de l'entreprise, et singulièrement sur le sujet, les directions de la communication. Alors, crispation d'un côté, absence et évitement de l'autre. Comment appréhender cette résistance de fait? Qu'est-ce qu'elle nous dit au fond? euh, François, tu peux passer la première slide. Il y a le paramètre économique. Alors, on peut bien sûr le comprendre, qui plus est dans un moment de crise aiguë avec la pandémie et ses effets. Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond qui a à voir avec la matrice de la communication elle-même? En effet, la transition écologique appelle des changements en aval, avec une nouvelle offre publicitaire éco-responsable, mais aussi peut-être en amont, dans la conception de la communication, dans son modèle. Alors, je voudrais revenir quelques instants avec vous sur l'amont, en particulier sur cette matrice de communication qui prévaut pour tout l'écosystème de l'entreprise. Alors, tu peux passer la slide suivante. Dès ses origines, la communication d'entreprise a été marquée par une double empreinte, empreinte qui perdure d'ailleurs au fil du temps sous différentes formes. Première empreinte, elle vient du modèle mathématique de l'information. Je fais ici référence au schéma canonique de la communication, émetteur, canal, récepteur, qui a fondé l'approche instrumentale et diffusionniste de la communication, l'essentiel étant de transmettre des contenus, des données, des informations. Alors, on retrouve aujourd'hui, toujours vivace, cette approche essentiellement quantitative avec la content factory, que les communicants connaissent bien, la multiplicité des canaux appelant une profusion des contenus. Deuxième empreinte, deuxième soubassement du modèle, les relations publiques, le marketing et la publicité. Pour faire vite et en reprenant en substance les préceptes d'Edouard Bernays, il s'agit de faire penser à des publics cibles ce qu'on veut qu'ils pensent afin qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Il faut relire en ce moment les écrits fondateurs de Walter Lippmann, d'Edouard Bernays et de quelques autres. Au-delà des sophistications et des modes, cette empreinte reste forte dans le secteur de la publicité, notamment la manufacturing consent, la fabrique du consentement de Lippmann, est toujours présente. Alors, au milieu des années 80, en France, la communication d'entreprise dans son ensemble, incluant la publicité, s'est formellement organisée sur la base de cette double empreinte, avec, il faut le reconnaître, une efficacité certaine.
Alors, bien entendu, il y a eu au passage d'autres apports qui ont pu jouer un rôle, je pense à l'école de Palo Alto, mais fondamentalement, c'est la matrice de base qui a dominé jusqu'à aujourd'hui. Or, tant la logique de la transmission que celle de l'influence méritent sans doute d'être revisitées pour faire face à la crise économique, et cela depuis 1929, la mobilisation des imaginaires, des désirs et des passions est allée de pair avec une part importante d'obsolescence plus ou moins programmée. Ce couple imaginaire-obsolescence a contribué, on le sait, à fonder la dynamique de la communication et aujourd'hui de la surconsommation. Et ce couple témoigne d'un désajustement à l'heure de la crise climatique. Ce qui a servi de viatique aux communicants, qu'ils soient en agence ou en entreprise, se trouve dès lors bousculé. La communication ne peut, dans les faits, s'exonérer aussi bien des impacts de l'activité des entreprises que de sa propre empreinte. Le modèle qu'il apporte en termes de contenu et d'influence n'a pas été pour rien dans l'emballement productiviste et consumériste. On le sait, il s'agit d'un modèle puissant et efficace, mais d'un modèle qui est à réorienter, et on peut comprendre que ce n'est pas évident pour les professionnels. Alors, nous sommes face à des crises et des transformations inouïes. Le modèle conçu par Lippmann, Bernays ou Ivilly correspondait à une certaine époque, celle de la crise des années 30, et il était fondé sur une certaine logique quantitative et qualitative en termes d'information, de publicité et d'influence. Face aux crises, je pose la question, n'est-il pas temps pour les communicants de puiser à d'autres sources qui correspondent aux défis du temps et les adapter au métier et à l'offre de la publicité et de la communication d'entreprise, qu'elles soient externes ou internes? Alors, merci de passer la slide suivante. Le fond du problème, je crois, a trait au bien commun. C'est là que se joue une part importante de l'interpellation et demain de l'évolution de la communication. Comment la communication peut-elle participer à faire du commun au lieu de n'être que la chambre d'écho de mondes et d'intérêts séparés qui vont parfois à l'encontre de l'intérêt commun? Redoutable question, me direz-vous, mais je crois que c'est de ce côté-là que les communicants, tous les communicants, ont à travailler. Pour bâtir leur modèle, il faut le rappeler, les pères fondateurs ont, dans les années 20, 30, amplement puisé dans les sciences sociales. Il faut s'en souvenir, hein, ils ont puisé du côté de la psychologie, de la sociologie. Eh bien, je pense qu'il y a besoin d'y retourner face à de nouvelles questions. Il y a aujourd'hui de multiples apports en sciences sociales qui peuvent être féconds. J'en citerai deux qui, de mon point de vue, peuvent aider les professionnels à penser et pratiquer leur métier dans un nouveau contexte. Le premier rapport que je retiendrai, c'est celui du philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa. Il n'évoque certes pas directement la communication, mais son concept de résonance est directement en rapport avec ce qui nous occupe, en particulier le bien commun. Je cite Rosa, la conception la plus prometteuse du bien commun réside dans l'idée d'une société capable de et disposée à faire de l'art d'écouter et de répondre le mode dominant de son fonctionnement politique et de sa relation au monde. Cet art d'écouter et de répondre, n'est-ce pas ce qui peut permettre aux communicants d'être autant que possible en résonance, en synchronisation, je reprends ces termes, avec des enjeux communs tels que ceux de la transition écologique. Refaire du commun en alertant les entreprises et les marques plutôt que de continuer encore et encore à amplifier
et servir de chambre d'écho à des intérêts qui, pour certains, vont à l'encontre clairement de notre avenir. Le problème difficile pour la publicité en ce moment est d'accepter et de savoir écouter et répondre pour être en résonance avec le commun, en l'occurrence la transition écologique. Et c'est un beau défi pour la profession. Deuxième apport qui me semble fécond, il vient des sciences de gestion et concerne à la fois la responsabilité sociale et le statut des entreprises. Si l'on accepte à un moment de dépasser le greenwashing ou le fairwashing, la responsabilité sociale s'appuie, selon les chercheurs Michel Capron et Françoise Quérel, sur le fait que, je les cite, l'entreprise est encastrée dans la société, elle est soumise à ses règles de droit et utilise des ressources puisées dans le patrimoine commun de l'humanité. L'encastrement de l'entreprise dans la société est une des dimensions, je crois, de l'interpellation de la publicité et de ses effets. De même, le statut de l'entreprise est aujourd'hui en question. C'est entre autres ce qui a donné naissance, il faut le noter, à la raison d'être ou à l'entreprise à mission. Des chercheurs tels que Blanche Ségrestin ou Armand Hatchwell ont travaillé pendant 10 ans dans le cadre du Collège des Bernardins à élargir la lecture de l'entreprise. Il excède de beaucoup les canons de la corporate governance. L'entreprise est un espace de nature collective et politique avant d'être un nœud de contrat. C'est ce qu'ils disent en substance. Cette approche de l'entreprise comme un ensemble de ressources humaines, financières, naturelles, fédérées autour d'un projet de développement, remet, je crois, quelques pendules à l'heure, y compris pour les communicants. Alors, il y a bien sûr d'autres apports en sciences sociales. 2 minutes, Jean-Marie. Oui, il y a d'autres apports en sciences sociales qui sont intéressants, avec l'anthropologie de la communication ou la théorie du don, mais je ne vais pas plus loin. Alors, ce détour par l'amont, par le modèle de la communication des entreprises, ne me semble pas déconnecté de notre sujet. On sait en fait ce qui a permis de le constituer hier dans un certain contexte. On mesure aussi ce qui peut le faire bouger favorablement aujourd'hui. Alors, des mouvements, des déplacements sont en cours qui témoignent de changements, à mon sens, intéressants et à venir. Ils peuvent contribuer à faire bouger les lignes en matière de communication et de publicité. Des déplacements du côté des consommateurs. Il suffit de regarder le dernier baromètre de l'ADEME qui donne des résultats assez intéressants. 63% des Français considèrent que le fait qu'une entreprise propose des produits durables renforce la confiance qu'ils ont en elle. 86% des Français souhaitent vivre demain dans une société qui ne pousse pas à la surconsommation. Au-delà des chiffres dont on connaît les limites, il y a là une tendance assez marquée. Il y a des déplacements du côté des acteurs de la publicité. Alors, tout à l'heure, je disais qu'un certain nombre d'acteurs ont réagi de façon défensive dans le débat. Il est intéressant aussi de noter que plusieurs dirigeants d'agences, certes pas les plus grosses, se sont démarqués de ces positionnements crispés. Je retiens une phrase d'une tribune parue mi-octobre. En tant qu'acteurs de la publicité et de la communication, nous devons nous structurer pour répondre ensemble aux exigences de responsabilité et de durabilité qui, avant d'être celles du législateur, sont d'abord celles des citoyens, donc de nous-mêmes. Des déplacements également du côté des professionnels de la communication. Un certain nombre de professionnels s'interrogent sur leur rôle dans la société et par rapport aux marques. Je veux citer Gildas Bonnel, qui, il y a peu, s'interrogeait en ces termes. Les communicants peuvent-ils ou doivent-ils revendiquer une intention citoyenne, osons le dire, politique? Sommes-nous des passe-plats au service des marques et des entreprises sans position sur l'utile ou le superflu, le nécessaire ou le trop-plein? Dans un domaine que je connais bien, la communication interne, je vois des communicants revenir aux apports des sciences sociales pour enrichir, renouveler leurs pratiques professionnelles dans des contextes d'entreprise aujourd'hui de plus en plus complexes. L'AFSI, l'Association française de communication interne,
en a fait un véritable enjeu à travers des formations ou à travers la revue. Le livre que tu citais tout à l'heure, François, que j'ai écrit avec Jacques Viers, va dans ce sens. Dans la crise sanitaire, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si de nombreux communicants internes ont cherché à dépasser leur rôle de producteur, transmetteur de contenu pour soigner la relation et le lien. Dernier déplacement, c'est du côté des entreprises elles-mêmes. Alors, la crise Je laisserai sanitaire, conclure avec ce point, Jean-Marie. oui, je conclus. La crise sanitaire a confronté de nombreuses entreprises à la question du bien commun. Parmi les conséquences, il y a eu un certain retrait par rapport au discours commercial convenu, voire dans certains cas, un passage à l'acte. Je pense aux entreprises qui ont fabriqué des respirateurs, des masques, du gel ou même de la grande distribution. On a quand même vu Chanel faire des masques, LVMH faire du gel, et on a entendu le PDG de Carrefour s'interroger sur son rôle de service de première nécessité, presque de service public. Alors, ce n'est pas complètement anodin. Dans la crise ou face à la crise, il y a un besoin de résonance. Je reprends le concept de Rosa. Cette capacité d'être en résonance rétroagit d'ailleurs favorablement pour les marques en question. Je pense à de tout récents résultats mesurant l'image employeur des entreprises que j'ai citées. Alors, dernière phrase, hein, s'agissant de la transition écologique, l'enjeu pour la communication est, me semble-t-il, savoir concrètement être en résonance et en synchronisation avec les défis. Ça concerne les entreprises, bien sûr, mais ça concerne aussi très directement la communication et les publicitaires qui doivent faire bouger leur modèle. Merci beaucoup, Jean-Marie. J'ai été un peu long. Bon, c'est pas grave. On avait quelques minutes d'avance. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions directement ou par le chat, directement, c'est peut-être plus simple. N'hésitez pas. Oui, Georges. Alors, pour répondre aux interrogations qu'il y a eu, hein, les éléments seront présents. Hein, on présentera en replay sur YouTube. Normalement, on chargera les vidéos de présentation. Oui, j'aurais peut-être eu une question. Je vous en prie. Oui, sur le poids accordé à la force du déplacement qu'on observe chez les entreprises. Parce que vous avez cité l'exemple de Carrefour qui a pu se présenter comme un service public, mais alors avec l'actualité, notamment le recours massif au chômage partiel, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il se considère comme un service public, on a peut-être l'impression que ce déplacement-là, il est quand même, s'il est en cours, il est assez loin au niveau des enjeux de responsabilité sociale et environnementale qu'on pourrait attendre. Sans doute, bon, il peut y avoir un certain nombre d'éléments dans l'actualité qui vont un peu à l'encontre de ce que je dis, mais entendre un PDG d'un groupe comme Carrefour parler de services publics et de façon plus précisément, Carrefour avait rédigé sa raison d'être. Hein. Vous savez que les entreprises travaillent actuellement à leur raison d'être. Carrefour avait rédigé sa raison d'être et le PDG, Bompard, a décidé de reprendre la rédaction de sa raison d'être en fonction du contexte et en fonction de cette dimension d'entreprise de première nécessité par rapport à une crise. Et alors, bon, il ne faut pas se payer de mots. Hein, la notion de service public, on ne peut pas l'employer n'importe comment, à tort et à travers, mais je pense qu'il y a là des signes, en tout cas, de la part de certaines entreprises, dans une crise ou face à une crise, la volonté d'être en résonance avec ce que vivent les gens et la société. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, Carrefour s'était pensé, voulu comme entreprise à mission.
hein, pour changer, Voilà. pour passer sur ce nouveau statut. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Est-ce que vous pouvez juste vous présenter ou juste dire votre nom pour, avant de poser la question? J'ai oublié de le préciser. Pas d'autres questions? Bon, alors il y aura sans doute des questions et ça, Débat à la fin. tout à fait, ça contribuera au débat. Je fais juste une petite... Ah, si on a peut-être oui, une question par message. Comment les publicitaires peuvent-ils échapper à l'incitation à la surconsommation? Oui. Je pense que c'est déjà dans un dialogue avec les entreprises. Les publicitaires, pour reprendre l'expression de Gildas Bonnel, pourraient ne pas être que des passe-plats des marques. Ils ont sans doute une fonction d'alerte aussi vis-à-vis des marques quant au contenu des messages. Alors, tout à l'heure, François, tu évoquais le souhait ou l'intérêt de Carrefour d'être une entreprise à mission. Il y a peut-être quelque chose, je reprends une expression d'un de mes amis de l'AFSI, qui est administrateur de l'AFSI comme moi, Bénédicte Benenati, il dit qu'il serait peut-être temps que les communicants deviennent aussi des communicants à mission. C'est-à-dire qu'ils prennent l'initiative d'un certain nombre d'interpellations des entreprises. Ils ont un rôle aussi à jouer, s'il ne veut pas être que ces passe-plats qu'évoque Gildas. Je reprends une autre réflexion proposée par Clotilde. Le digital n'est-il pas une formidable occasion de rentrer en résonance? Je pense que ça y participe, oui, par la capacité de diffusion, de réaction des acteurs avec toutes les scories qu'on peut connaître, notamment sur les réseaux sociaux. Mais oui, la résonance est tout à fait compatible avec le digital, entendu de manière positive et constructive. D'accord. Bon, eh bien, on va tout doucement se diriger vers la nouvelle présentation. Alors, avant qu'on entame la nouvelle présentation, je me permets juste de faire un petit rappel, un petit point. Je remercie nos partenaires également hein, qui ont à nous accompagner. Je les remercierai à la fin, hein, le Earth and Life Institute, la Fondation Nicolas Hulot, la Société française des sciences de l'information et de la communication et CIDIES, ainsi que la chaire de relations et de relations publiques et de communication marketing de l'Université du Québec à Montréal.